Bonjour, on continue le cours sur les pathologies nutritionnelles et dans cette vidéo, on va traiter les pathologies de surcharge et les pathologies métaboliques. On va traiter la pathologie de surcharge qui est l'obésité et qui est définie par l'OMS comme un état caractérisé par un excès de masse adipeuse répartie de façon généralisée dans les diverses zones grasses de l'organisme. Donc cette obésité résulte d'un déséquilibre de la balance énergétique, un déséquilibre entre les apports et les dépenses qui va donner un excès du poids et cet excès du poids se traduit par une obésité. Comment on détermine la masse grasse? On la détermine par le calcul de l'IMC, qui est l'indice de la masse corporelle, qui est égal au poids sur la taille au carré. Si l'IMC est entre 18,5 et 24,9, on a un poids normal. Entre 25 et 29,9, on est en surpoids. S'il dépasse 30, on est obèse. Et l'obésité se traduit par un excès de masse grasse. Ce calcul de l'IMC n'est pas valable ni chez l'enfant, ni chez le sujet âgé au-delà de 70 ans. Il y a deux types d'obésité. L'obésité gynoïde, qui est un excès de graisse principalement au niveau des cuisses, rencontré généralement chez les femmes. On parle de type poire. Et l'obésité androïde, qui est un dépôt de graisse, principalement au niveau du ventre, rencontré généralement chez les hommes, et on parle de type pomme. La détermination de cette masse grasse par l'IMC présente des limites. C'est pour cela qu'on la complète par la mesure du tour de taille qui permet d'identifier un excès de graisse au niveau du ventre. Si ce tour de taille est supérieur à 90 cm chez la femme ou 100 cm chez l'homme, on parle d'obésité abdominale. Cette obésité abdominale ou viscérale, parce que c'est une graisse qui entoure les viscères, est liée à la résistance à l'insuline, à l'hyperinsulinémie, à l'intolérance au glucose et au diabète de type 2. Et je rappelle que l'intolérance au glucose, c'est le stade qui précède le diabète de type 2. Après la pathologie de surcharge, l'obésité, on va voir les pathologies métaboliques. On va commencer par le diabète de type 2. Donc, on va voir comment se fait la régulation de la glycémie dans les conditions physiologiques normales. Donc, si la concentration du glucose plasmatique augmente, cela va produire une stimulation au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas qui vont sécréter l'insuline qui va diminuer cette concentration de glucose plasmatique. Si le glucose diminue, cela va produire une stimulation des cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas qui va produire le glucagon qui va augmenter la concentration du glucose plasmatique dans le but de maintenir une concentration adéquate en glucose plasmatique. Donc on va voir que le cycle de sécrétion de l'insuline suit la concentration plasmatique de glucose. Par exemple, si après un repas, la concentration de glucose augmente dans le sang, on va avoir une augmentation de la sécrétion de l'insuline. Si la concentration de glucose diminue, elle se traduit par une diminution de la sécrétion de l'insuline. Il y a un lien entre l'obésité viscérale
est la résistance à l'insuline et l'hyperinsulinémie, qui est une concentration élevée d'insuline sécrétée, l'intolérance au glucose et le diabète de type 2. Dans le cas de l'obésité, le tissu adipeux libère une grande quantité d'acides gras qui vont influencer la sensibilité à l'insuline, ils vont altérer le signal insulinique et vont réduire la captation du glucose par le tissu concerné. Et le constat, c'est que cette obésité viscérale va entraîner une insulinorésistance, une hyperinsulinémie, une intolérance au glucose et après le diabète de type 2, une hypertriglycéridémie qui est une concentration élevée de triglycérides, une dyslipidémie, une HTA, et tout cela va augmenter le risque des maladies cardiovasculaires. Après le diabète de type 2, on va traiter les dyslipidémies, qui sont des anomalies qualitatives ou quantitatives d'un ou plusieurs lipides plasmatiques dans le cholestérol. Ce cholestérol est un constituant important des cellules de notre organisme. Une grande partie provient du foie qui le synthétise à partir des aliments et une autre partie non négligeable provient de notre alimentation. Le cholestérol est transporté dans le sang par les lipoprotéines. On distingue le cholestérol HDL qui est transporté par les lipoprotéines à haute densité et le cholestérol LDL qui est transporté par les lipoprotéines à basse densité. On sait que l'obésité s'accompagne par une hypercholestérolémie, c'est-à-dire une augmentation de la concentration du cholestérol total et une augmentation de la concentration du cholestérol LDL. Ce cholestérol LDL circule dans la lumière des artères, donc on va rappeler la structure de la paroi de l'artère. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, on distingue l'intima, la média et l'adventice. Donc ce cholestérol LDL plasmatique élevé va pénétrer et va s'accumuler dans l'intima. Après, ce cholestérol LDL va s'oxyder. C'est une étape très importante. Et après, il y a pénétration des monocytes dans l'intima. Ces monocytes se transforment en macrophages et ces macrophages internalisent le cholestérol LDL oxydé et se transforment en cellules spumeuses. Les cellules spumeuses, les cellules musculaires lisses, le collagène se rassemblent et constituent la plaque d'athérome. C'est le début de l'athérosclérose. On va terminer par cette figure qui résume comment le cholestérol LDL contribue à la formation de la plaque d'athérome. Ce cholestérol LDL va pénétrer dans l'intima, va s'oxyder, le monocyte qui circule dans la lumière de l'artère va pénétrer dans l'intima et va se transformer en macrophage et va internaliser le cholestérol LDL et va se transformer en cellules spumeuses. La cellule spumeuse et les cellules musculaires lisses plus le collagène vont se regrouper et vont former la plaque d'athérome qui va réduire progressivement la lumière de l'artère.